Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran, là c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. On poste 10 histoires tous les jours sur la chaîne YouTube DMG TV. On a aussi une autre chaîne, DMG TV, histoire mystique exclusive. Voilà. Donc, on va écouter des histoires mystiques, vous savez, mais avant, je remercie toujours tous ceux qui participent dans les commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et surtout, dites l'histoire qui vous a marqué en commentaire, dites d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et voilà, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. L'histoire dont je vais parler aujourd'hui est la mienne, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et donc je vais tout de suite commencer à la conter. Il y a quelques années de cela, je n'étais pas du tout croyant et encore moins en ce qui concerne le monde spirituel, la métaphysique ou ce genre de choses. J'étais un cartésien convaincu, un matérialiste, et pour moi, après la mort, il n'existait rien du tout. J'étais convaincu de cela. En plus d'être plutôt doué pour les sciences, les mathématiques et la physique, je me disais que tout ce que les gens racontaient n'était rien d'autre que des sottises. Et donc, bien ancré dans mes convictions, je tombe un jour sur un ami avec qui m'invite. On ne s'était pas rencontrés depuis un certain temps, cet ami m'invite. Et donc je vais à sa table et je discute avec lui. Et là, il me dit, tu sais, j'ai fait une drôle d'expérience récemment parce que j'ai adhéré à une organisation religieuse que je ne vais pas citer puisqu'on reste en anonyme dans cette émission. Et il me dit, dans cette organisation-là, je suis encore à mes débuts, mais ils m'ont appris une pratique très curieuse, celle de sortir de mon corps de façon astrale. Et donc étant un cartésien, j'éclate de rire et je lui dis qu'il me raconte des sottises et tout ça. Et il me dit non, c'est très sérieux, c'est possible, ce sont des choses qui existent et tout ça. Mais comme je suis quelqu'un de curieux et que j'ai l'esprit scientifique, un esprit de recherche, je lui ai donc dit, écoute, s'il y a moyen que ces choses se fassent, ça signifie qu'il existe une méthode. Donc, enseigne-moi la méthode, je vais l'essayer, et ensuite, si ça marche, à ce moment-là, j'y croirai. Mais jusque-là, pour moi, ce ne sont que des sottises. Donc cet ami va me dire, mais il n'est pas très prudent de le faire sans avoir de guide à ses côtés parce que il se pourrait que l'esprit se perde dans certaines dimensions et tout ça. Et donc là, je lui dis, déjà, la probabilité que ça arrive est très faible, mais vas-y, je peux très bien essayer ça tout seul, il ne va rien se passer de toutes les façons. Donc il m'enseigne une certaine méthode. Et à l'époque, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule méthode pour le faire, mais quand j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de façons de sortir de son corps. Donc il m'enseigne cette méthode et nous nous séparons, il rentre chez lui et moi chez moi. Le soir même, j'étais trop fatigué, donc déjà que je ne prenais pas ça très au sérieux, donc je ne tente pas de le faire. Et quelques jours après, un soir, j'avais du mal à dormir et je me suis dit, tiens, mon ami m'a enseigné telle et telle méthode, je vais donc essayer. Et j'essaye, et chose curieuse, ça marche du premier coup. Alors, vous décrire ça serait très difficile, parce que vous avez l'impression, quand votre esprit sort du corps, c'est un peu... Vous voyez quand vous retirez un bout de papier collé à une bouteille, vous avez l'impression que quelque chose se détache de votre corps. C'est un peu comme si on arrachait du scotch. Il y a vraiment une enveloppe qui se détache. Et là, je suis très surpris de voir
ce qu'on appelle le cordon d'argent, parce qu'il y a un cordon qui relie l'esprit au corps physique au niveau du nombril. J'avais déjà lu des choses sur ça, mais je n'y croyais toujours pas. Et donc, je suis très surpris et je vois mon corps étendu dans ma chambre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, ben, comme je suis dans mon expérience, je vais essayer d'aller explorer, voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à me balader dans la maison, j'ai fait le tour et après je me suis dit je vais sortir de la maison et j'ai réussi à sortir de la maison et je sais pas pourquoi mais j'ai eu l'idée de m'élever dans les airs. Je me suis dit est-ce que c'est possible? Donc j'ai commencé à m'élever dans les airs, du coup j'avais une vue aérienne de la maison, j'étais au-dessus de la maison et je me disais est-ce que je peux monter encore plus haut? Donc plus je montais et plus je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais mon corps physique restait en bas dans ma chambre. Je pouvais entendre les battements du cœur de mon corps. Et plus je montais, plus je m'élevais vers les cieux, et plus les battements de mon cœur se faisaient insistants. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas si j'étais toujours dans le ciel physique ou si j'étais dans un changement de dimension. On va dire ça comme ça. Mais quand je suis arrivé à une certaine altitude, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de trafic dans le ciel. Quand je dis trafic, il y a vraiment des gens qui passaient très vite, mais dans toutes sortes d'engins. J'ai vu des gens sur des balais, j'ai vu des gens dans des véhicules qui n'existent pas dans le monde physique, et tout se passait très vite en fait. Et moi, n'étant pas habitué à ce genre de choses, je commençais à paniquer. Et là, je vois un membre de ma famille, qui s'arrête et qui vient devant moi, l'air menaçant. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, la seule pensée que j'avais dans ma tête était de retourner dans mon corps. Parce que là, je commençais vraiment à paniquer. C'était une expérience nouvelle pour moi, mais elle était aussi très flippante. Donc, je me mets à penser très fort à retourner dans mon corps. Et comme je n'avais pas la maîtrise de la chose, je ne suis pas revenu dans mon corps de façon... enfin, l'atterrissage ne s'est pas fait normalement, mais j'ai eu l'impression de tomber. C'est vraiment comme si j'avais fait une chute du ciel jusqu'à dans mon lit. Et quand mon esprit a regagné mon corps était tout transpirant, il était très chaud. Et je sentais mon cœur battre la chamade. Donc c'est comme ça que commencent mes aventures dans le monde spirituel. Il y a une suite, mais étant donné que nous n'avons que 10 minutes pour conter notre petite histoire, donc je voulais... ceci est une introduction, mais je reviendrai pour conter la suite, parce que étant quelqu'un de curieux et ayant découvert quelque chose ce jour-là que je croyais inexistant, j'ai donc décidé de creuser et plus je creusais, plus j'ai fait des découvertes et plus j'ai découvert des mondes. Maintenant, je sais que nous vivons dans un monde qui abrite des mondes. Et voilà, je n'aurai malheureusement pas le temps de tout détailler aujourd'hui, mais je reviendrai très, très prochainement. Voilà, donc par contre, si je peux me permettre un conseil, ne vous lancez jamais dans ce genre d'expérience. Surtout si vous n'avez pas de maître initiateur, ça se termine toujours très mal. Voilà. Donc je remercie la communauté de m'avoir écouté et DMG et sa super émission qui est très édifiante. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bien le bonsoir à toi DMG, bonsoir à toute la communauté DMG TV. Avant de commencer ma petite histoire, je vous invite massivement à vous abonner à la page DMV TV, à liker, à commenter, mais surtout à partager. Alors, la petite histoire m'a été contée par ma maman. Ça fait pratiquement 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Il s'agit d'un taxi et d'une grand-mère. Alors, ma maman allait au culte, comme elles ont souvent des réunions occultes en semaine, notamment le mercredi et le vendredi.
Elles allaient au culte dans l'après-midi. Quand je dis elles allaient, je parle de ma maman et sa sœur, qui est ma tante, bien évidemment. Elles allaient au culte le, en semaine, quoi. Et en allant au culte, sur la route qui va vers la route des brasseries, là, je vous parle de la ville de Yaoundé, la route des brasseries du Cameroun, en allant vers l'ancien aéroport. Ils ont eu un incident. Bien avant, le taximan, il a porté une maman qui a stoppé le taxi. Elle était au niveau du carrefour Mvombi, je crois. La maman a stoppé le taxi et elle est entrée dans le taxi. Et bien avant d'arriver au niveau de la route des brasseries du Cameroun, le chauffeur a freiné brusquement. Donc je parle là de l'ancienne Camille pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Il a freiné brusquement et il a commencé à blâmer la maman. C'était une maman âgée, d'après les dires de ma mère. C'était une maman âgée. Il a commencé à blâmer la maman que mais qu'est-ce que tu veux me faire là? Mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu veux faire ça à qui? Tu me connais où? Et tout, descends de ma voiture. Ma maman et ma tata, forcément, elles se sont senties gênées en lui disant, mais mon frère, c'est quelle façon de parler à une maman, ça et tout. Après, il leur a répondu, mais est-ce que vous savez ce que cette femme était en train de faire là à cet instant? Maman lui pose la question que, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Le gars dit, elle veut me faire l'accident, moi, un bamoun? Non, mais c'est pas croyable. Est-ce qu'elle sait d'où je sors? Elle me connaît où? Comment ça, elle veut te faire l'accident? Cette femme, pendant que nous étions en train de rouler, elle a fait sortir une troisième route. Et si je prenais la mauvaise route, j'allais faire l'accident. Heureusement que je suis initiée, heureusement que je connais ces choses-là. C'est pourquoi j'ai freiné et je lui ai demandé de descendre de ma voiture. Il a commencé à insulter la maman et tout, et tout, et tout. Il a démarré son véhicule, il est parti. Donc, en roulant, il était en train d'expliquer à ma maman et à ma tata que ils sont nombreux ici dehors, ces gens-là qui vous font faire des accidents. Vous portez des passagers, vous ne savez pas qui ils sont. Vous portez des gens, vous ne savez pas quelle mission ces personnes-là ont dans de la journée ou alors dans leur vie, par exemple. Et puis, il a dit à ma maman que si vous voulez voir ce qui se passe présentement, là, au moment où nous sommes là, je vais vous faire... il suffit juste que je vous donne une astuce de vous laver avec l'eau, une eau avec laquelle vous avez déjà eu à laver un chat. Vous vous lavez, vous fermez les yeux, vous vous couchez et vous irez dans ce monde-là. Je vous assure que vous ne pourriez plus sortir de chez vous. Ma maman et ma tata, elles ont dit non merci mon frère, on a compris et merci déjà de nous avoir sauvé la vie et tout. Alors la morale c'est quoi? La morale c'est que il vaudrait mieux pour nous de prier, peu importe le moyen de locomotion que vous empruntez. Il en est de même pour les taximans ou même encore pour nous les piétons. Nous sommes chrétiens, nous sommes dans des églises réveillées. Vous savez que les gens combattent beaucoup les églises réveillées. Alors pour nous, enfin, pour ma part, on a coutume de prier avant de sortir. C'est comme ça, avant de sortir, que ce soit le matin, avant même de prendre le taxi et tout, c'est important. Se couvrir dans le sang de Jésus. Parce que vous ne savez pas à quel moment l'ennemi peut vous attaquer. Vous vous rendez compte que si... Moi, je me dis que c'est le Saint-Esprit qui est passé par cet homme-là pour que il ait les yeux ouverts, vous voyez. C'est vrai qu'il a dit qu'il était initié et tout. Ça, c'est son problème. Mais j'estime que c'est Dieu qui est passé par lui pour qu'il n'y ait pas d'accident concernant ma famille, quoi. Donc, c'est la petite histoire et bonne soirée à vous. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai certainement avec d'autres petites histoires et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMJ TV. Bonjour la communauté. Likez, partagez, ainsi de suite. Je viens en fait te raconter une petite histoire que j'ai vécue, voilà. Dans un petit village du Gabon en séjour. C'était une nuit, je dormais, il était déjà peut-être minuit, 1h du matin. Je ressens une présence en fait dans le lit.
Et là, je veux essayer de bouger. Je n'arrive pas à bouger, je suis immobile en fait. Et dans le cœur, je commence à prier et tout, je commence à prier. Je vais souligner quand même que c'est un village où vivait ma tante, mais on n'était pas originaire de ce village. J'étais allée en visite en fait. Donc, je n'avais rien à voir avec les gens de ce village en fait. C'est ma tante qui était allée en séjour là-bas et tout, voilà. Pour un petit business, elle faisait un petit commerce là-bas. Et voilà comment je suis endormie. Je ressens la présence en fait, mais je veux essayer de bouger et tout, je suis immobile. Donc, ce qui me vient en tête et tout, c'est de prier et tout. Je commence à prier dans le cœur parce que j'essaye de prier. La voix ne ressort pas en fait. Donc, je commence à prier dans le cœur et tout, machin. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans un village que je ne connais pas. Je n'ai pas de lien avec quelqu'un ici. C'est quelle histoire comme ça et tout. Et tout d'un coup, je ressens le truc en fait qui sort du lit, qui descend du lit et tout. Et là, je commence à prier. Et là, je ressens ma voix en fait. Donc, c'est pour dire que la sorcellerie existe en fait. Ce truc m'a marqué. Et le lendemain matin, très tôt, vu que je ne dormais pas, je partageais pas la chambre avec ma tante, je me suis réveillée et tout. Vraiment, je ne dormais plus, quoi. Et là, je suis allée lui voir et tout pour lui faire état de ce qui s'est passé cette nuit et tout. Et comme dans nos villages, dans nos traditions africaines et tout, elle a commencé à parler dans le village et tout, machin. Que l'enfant là n'est pas venu pour vos trucs et tout. Si vous avez vos sorcelleries, c'est dans vos maisons, nanani, nanana. Et j'en passe en fait. Donc, c'est pour dire que le sorcier, même quand il veut faire la sorcellerie, en fait, il ne choisit pas. Donc, je ne sais pas s'il est venu me tester, qu'est-ce qu'il me voulait, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, c'était ma petite histoire. Bon week-end, likez, partagez. Essayons d'agrandir la famille parce que tout ce qu'on raconte ici, c'est pour nous édifier en fait. Et à compter de ce jour, quand je vais quelque part dormir ou je ne connais pas, j'ai toujours l'ail sur moi en fait. Soit l'ail, soit du sel. Sainte journée à vous, bisous, partagez la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Allô, bonsoir DMG. Aujourd'hui, c'est ma première fois de raconter une histoire, quoi. Je suis souvent votre histoire sur YouTube, et non, sur TikTok, ainsi, etc. Bon, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée devant moi. C'est pas qu'on m'a raconté ou bien quelqu'un m'a dit que c'est moi-même devant moi. C'est dans mon village. Je ne veux pas préciser le nom, sinon il y a certaines qui vont connaître patati patata. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'était à côté de ma maison. Vivaient deux jumeaux, filles et garçons. Le frère allait à l'école, mais la fille n'allait pas à l'école. La fille n'a jamais mis pied à l'école. Elle était bizarre du genre. Elle était, je ne sais pas comment dire quoi. Elle avait une forme mince. Quand tu la vois, une apparence, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Elle avait une apparence, je ne sais pas, même entre-temps, elle avait voyagé. Je vous assure, la fille a commis un crime, on l'a enfermée. Même dans la prison, elle a disparu. Revenir dans ce village. Tu vois, elle avait une sorcellerie des sirènes. Je ne sais pas comment dire, sirène quoi. On ne sait même pas. Et voilà, entre-temps, on attend que, voilà, une jeune fille vient. Au fait, moi, je fréquentais dans une école. La jeune fille était dans mon école. Bon, elle aimait marcher avec les garçons, en fait. Et elle et son ami, ils sont allés. Et l'autre ami a appelé la fille. Que entre moi et l'autre gars, parce qu'elle était avec deux garçons. Ses amis, c'était deux garçons. Et les deux garçons lui demandent, entre moi et mon ami, qui tu veux dans tout nous? La fille dit non, elle veut la fille. On la demande, comment toi tu veux sortir avec une fille? Elle a dit oui, c'est ça qu'elle veut. Comme les deux garçons n'ont rien dit. Voilà, de temps en temps, elle allait chez la fille. Un jour, on voit qu'elle est tombée enceinte. DMG, je t'assure. C'est compliqué, hein? Qu'elle est tombée enceinte de la fille. Ils sont allés chez le chef
on demande comment tu as fait pour enceinter la fille. On demande à la fille comment elle a quoi en bas. Elle dit que ce qui est sûr est que quand elle va chez la fille, elle sent le plaisir, mais elle ne voit, je ne sais pas, elle ne voit pas la face qui la touche au fait, qui la fait le plaisir au fait. Et l'histoire là s'est tournée jusqu'à ce que la fille la accouche. Aujourd'hui, elle est avec le gars. Et puis, j'avais pas précisé une chose. Déjà, elle avait déjà voyagé, enceinté une autre fille aussi. Vous voyez, sinon c'est ma petite histoire pour dire la sorcellerie là existe vraiment. Ça s'est passé devant moi. C'est pas qu'on m'a raconté ou bien on m'a dit c'est devant moi. Devant moi comme ça là que ça s'est passé. Sinon en fait moi je suis togolais. Je m'appelle Bella. Je suis togolais au fait. Je suis une grande commerçante au fait. Ok, c'est ma petite histoire. Moi si j'ai... Ok, j'attends les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir chers abonnés de DMG, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire que j'ai réellement vécue. C'est pas des c'est pas des qu'on est venu me raconter, non, c'est une histoire que j'ai vécue. Je suis congolaise de Brazzaville. Et donc en 2015, j'étais à Pointe-Noire. En 2015, je passe en terminale, je vais dans un lycée. Et je fais la rencontre d'un ami. Cet ami avait un bracelet qui me plaisait beaucoup. Donc une fois, je tente de lui demander le bracelet. Je lui demande de me donner le bracelet. L'ami refuse. J'insiste, je dis donne-moi le bracelet. J'ai aimé. Il me dit que le bracelet que j'ai, c'est une amie qui me l'avait donné. Je ne peux pas, qui me l'avait offert, je ne peux pas te donner. J'insiste jusqu'à ce qu'il me sorte une histoire que non, mon ami là avait des esprits, des eaux et je ne peux pas te donner. Je dis non, c'est juste un prétexte. Tu veux juste pas me donner, mais moi je le veux. L'ami me donne le bracelet. Je porte le bracelet de 2015 à 2018. Donc en 2015, je manque le bac. Je change de lycée, je vais dans le lycée où il y a mes frères et sœurs. 2016. Je manque encore le bac. Et voilà, 2017, terminale. Donc en 2017, quand je cheminais avec ma petite soeur, on se racontait souvent des histoires. Elle me racontait une histoire de sa copine qu'on avait interdit d'aller à la plage. Pourquoi? Parce que elle avait vraiment eu des histoires mais très bizarres jusqu'à ce qu'on l'interdise d'aller à la plage. Donc elle avait les esprits des eaux. Et pour que ça ne puisse pas revenir, il fallait qu'elle n'aille plus à la plage. Donc l'amie lui racontait que elle, quand elle fixait une personne, quand elle disait juste au fond de son cœur, baisse ton regard, la personne baissait automatiquement le regard. C'était une forme de domination. Donc ma petite soeur me racontait son cours de chemin. Après, moi, je lui ai dit, c'est vrai. Elle me dit que oui, elle me dit que c'est ce qu'elle faisait et que ça marchait bien. Est-ce qu'on va pas tenter? Moi, j'ai dit, si, on va tenter. Donc, de mon côté, je faisais. Elle aussi, de son côté, elle faisait. On venait se raconter que non, on l'a fait, ça a marché. Ça a vraiment marché. Quand je fixe telle personne, au fond du cœur, je répète la phrase. La personne baisse son regard. On était contents. Donc, au fur et à mesure, quand on rentrait des cours, on se racontait des histoires. Que non, moi, il y a une amie qui m'avait dit que elle avait vu un esprit de sirène. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant de voir? Elle avait jeté la cola, les bonbons et les pièces dans l'eau. Elle avait fait un vœu et elle avait vu la sirène. La curiosité, c'est vraiment pas bon. Tantôt c'est bien, mais tantôt non. Donc, quand on se raconte ça, on se dit que non, on doit tester ça. On prend un jour pendant la pause.
on part à la plage. Donc, je vous ai dit que j'étais à Pointe-Noire, je vivais à OCH et je fréquentais au centre-ville. Au centre-ville, il y a une plage pas loin. Mais nous, on ne partait pas à la plage du centre-ville. On partait à la plage de Ngoyo. Pour ceux qui sont de Pointe-Noire, vous connaissez la distance. Centre-ville, Ngoyo, Ngoyo plage. Donc, on avait acheté les bonbons, on avait monné nos pièces, on avait monné l'argent pour avoir des pièces et il nous manquait juste la cola. On descend du bus, il fallait marcher de l'arrêt de bus encore jusqu'à la plage. C'était loin. On marchait en cours de route, on se disait que bon, on allait trouver les vendeurs de cola. On n'en trouvait pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à la plage, on part s'asseoir sur les rochers. On était frustrés parce qu'il n'y avait pas la cola. On se disait que pour que ça marche, il fallait vraiment qu'il y ait la cola. Mais il n'y avait pas la cola en bas. On s'est dit que c'est pas grave, on va juste faire avec ce qu'on a. Donc, on s'est départagé les bonbons, les pièces. Et voilà qu'on a mâché les bonbons, on a déposé sur les mains et les pièces. Chacune de nous a fait son vœu. Et moi, j'avais fait le vœu de voir la sirène. Je ne croyais pas aux sirènes. Donc, moi, je disais que pour croire, je dois voir. Après avoir fait les vœux, on a jeté dans l'eau et nous sommes partis. En marchant au bord de la plage, je ramasse un gros coquillage. Un coquillage que j'ai commencé à utiliser comme un téléphone pour parler aux esprits des sourds. Juste comme ça, je vous jure que je prenais toujours ça pour la blague. Donc, j'avais un sex friend dans la classe. Et quand une fille venait coller mon sex friend, moi, ça ne me plaisait pas. Je rentrais à la maison, je parlais au coquillage. Je faisais des vœux que telle chose, que la fille qui s'est approchée du garçon puisse faire la diarrhée. Des vœux tellement bizarres, mais pas genre les choses que la fille doit mourir, non. Peut-être qu'elle ne doit plus s'approcher de lui, que le gars doit le détester, ou bien qu'elle puisse faire la diarrhée, des choses comme ça. Et mon sex-friend, la première fois qu'on a eu à faire des trucs avec lui, la nuit là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai rêvé qu'il y avait un serpent sur un poisson blanc. Le serpent ne mangeait pas le poisson, mais le serpent était sur le poisson blanc. Ils étaient en train de faire crac-crac. Donc, voilà que j'utilisais le coquillage. Avec ma petite soeur, on l'utilisait comme téléphone, juste en rigolant. Hein. On va prendre le téléphone. Non, on va parler. Parce que les coquillages, quand tu mettais ça sur l'oreille, tu vois, ça fait le bruit. Les coquillages, les gros coquillages, quand tu mets sur l'oreille, ça fait le bruit. Donc, nous, c'est avec ça qu'on parlait. Jusqu'à sur mon fond d'écran, j'avais une image d'une sirène qui était sur l'eau, un dessin. Mais moi, j'admirais. Des fois, je rentrais dans ma galerie, je clique juste sur l'image. J'admire ces bijoux de taille, les bijoux autour de ses seins, sur son cou, sur ses cheveux. Mais quand je la voyais, je vous assure que je sentais vraiment genre une divinité, genre une déesse. Je sais pas comment expliquer. Et je parlais même à l'image. Je faisais même des prières à l'image. Que je dois voir, ou ceci, telle personne m'a fait cela, moi ça ne m'a pas plu. Juste en rigolant, juste en blaguant. Jusqu'à quand on marchait, on ne voyait que moi. Une fois, je voulais accompagner une autre de mes sœurs au marché. Elle me dit que non, reste à la maison. Je lui demande, mais pourquoi? Elle dit que parce que quand on marche, on ne voit que toi. Moi, on ne me voit pas, c'est seulement toi qu'on me drague. Moi, ça m'avait fait rire. Après, j'ai banalisé. Je vous assure que les soirs, quand c'était le soir, je me touche. Bien make-up. Le matin, quand maman me voit aller faire l'inventaire, bien make-up. 6 heures, me voilà make-upée. 18 heures, me voilà make-upée. Parfois, la nuit, je fais mon make-up bien là. Je dors.
Donc, une fois, ma mère m'emmène à une retraite. On part, c'était au bord d'un lac. Pendant que les autres priaient, non, moi j'étais là, je contemplais le lac. Je me posais des questions. Est-ce que il y a vraiment la vie là-bas? Est-ce que ceci? Est-ce que les sirènes existent? Si vous existez, manifestez-vous. Si. Au fond de mon cœur, jusqu'à la fin, on rentre à la maison. Donc, ouais, je vous ai dit que je partais me recueillir à la plage. Un jour, je me sentais triste, je suis partie à la plage, je commençais à parler seule, j'ai dit que non, j'ai manqué le bac en 2015, j'ai manqué le bac en 2016, me voilà en 2017, je manque encore le bac. Cette année, c'était à quelques jours du bac, oui, il dit que non, quand ça sera le jour des épreuves, je n'irai pas pour moi faire les épreuves. Je sais que je vais manquer le bac. Je sais que je vais manquer le bac. Donc, au lieu d'aller à la salle d'examen, je viendrai pour moi à la plage. Je viendrai passer mon temps ici parce que je sais que mon nom ne va pas sortir sur la liste des admis. C'est ce que je me dis, c'est dans ma tête que je ne vais pas pouvoir faire le bac. Je sais que je vais manquer. Au lieu de partir faire le bac, je viendrai à la plage pendant ces 4 jours-là. Je viendrai à la plage. Donc, je rentre à l'école. C'était pendant la pause. Après la pause, je rentre à l'école. Après, mes amis me trouvent triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à dire que non, moi, je suis fatiguée. Comment je fais que manquer? Tout. Depuis 2015, je fais le bac. Ça ne marche pas. J'ai envie d'abandonner. Mes amis m'ont remonté le moral. Donc, après, c'est passé. J'ai fait le bac. Et j'étais finalement partie à la salle d'examen. Mais j'avais manqué le bac. J'avais encore manqué le bac pour une 3e fois. Et donc, je continuais toujours dans mes trucs. Voir la sirène, si réellement tu existes, je dois te voir avec la queue bien là, comme on voit dans les films. Je vous dis que je dormais dans une chambre où il y avait juste la douche à côté avec ma petite sœur. Donc, je sentais des présences la nuit. Je sens les présences. Je sens les présences juste quand j'ai peur de me lever pour aller faire pipi à quelques pas de la douche. J'ai peur. Je réveille ma petite soeur pour qu'elle m'accompagne et m'attende devant la porte pendant que je fais mes besoins. Et je sentais les présences. Elle aussi, parfois, elle me dit que non, je sens aussi les présences. Donc, un jour, en mois de septembre, je pars en retraite spirituelle avec ma tante pour 4 jours. Désolée, l'histoire sera un peu longue. Bon, elle est longue. Donc, je pars à une retraite spirituelle au monastère de Luango. En cours de chemin, pas loin du monastère, je remarque qu'il y avait la mer derrière. Oh, mes yeux n'étaient que fixés là-bas. Jusqu'à ce qu'on arrive. Et je me rends compte que la plage, la mer n'était pas loin du monastère. Je dis que bon, c'est pas grave. On est arrivé en retard. Demain, je vais partir voir ça de près. Donc, demain arrive, bam. Je me lève le matin et tout. Je fais mes trucs vers midi. Je me mets à me balader. Je commence à me balader jusqu'à ce que je vois le chemin qui mène à la plage. Mais il y avait une petite forêt avant d'y arriver. Je me dis que, non, là, il n'y a personne tout autour de moi. Comme pas loin, il y avait un forage. Je dis qu'il n'y a personne ici. Imagine qu'en marchant, il y a des gens dans les herbes, dans les bois là-bas, on m'attrape, on me fait du mal. Mais mon cœur battait tellement fort, j'avais l'impression que quelque chose m'attendait là-bas.
J'avais l'impression que quelque chose m'attendait là-bas. Du coup, mon esprit n'était pas tranquille. J'ai dit que bon, c'est pas grave. Demain, je vais repartir. Demain, en tout cas, je dois repartir. Donc, je fais retour. Je fais marche arrière. Je continue à visiter d'autres lieux. Je visite. Quand je rentre, je vois que les autres faisaient la méditation. On me dit que tu étais où? J'ai dit que non, j'étais juste allée me balader et tout. Donc, le lendemain, je me lève avec ma décision d'aller aujourd'hui à la plage, traverser la petite forêt, voir ce qui m'attend là-bas. Parce que mes idées, c'était seulement là-bas. Donc, je me lève et tout. Je fais mes choses et au moment où je m'apprête à partir, le berger m'aperçoit, il m'arrête. Il me dit, tu vas où? Je lui dis que je me balade. Il dit que non. Hier, on te cherchait, on ne t'a pas vu. Tu étais passé où? Je lui ai dit que j'étais juste allée me balader. Il sourit. Il me dit, je te surveille de près. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Ah, moi, il a caché mes plans. Comment ça? Vraiment, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, je dois aller voir la plage. Je dois aller voir ce qui m'attend là-bas. Il m'interdit de sortir. Il m'avait demandé de m'asseoir à côté de lui. J'étais restée assise à côté de lui jusqu'au soir. J'ai dit, c'est pas grave. Le lendemain, demain matin, j'irai. Même s'il m'empêche aujourd'hui, demain j'irai. Je dois aller voir ce qui m'attend là-bas. Donc, demain arrive, bam, le berger m'attrape encore et me dit qu'aujourd'hui, il y a méditation. Donc, chacun va s'éloigner, va aller se recueillir, va prendre sa Bible, va se recueillir et à la fin va venir me dire ce qu'il a compris dans les passages qu'il a lus. Il nous a donné des versets, moi il m'a donné mon verset. Je me suis éloignée, je suis allée lire la Bible. J'étais là un moment, je m'ennuyais. On dit que, je m'ennuie. Donc je vois mon bracelet. J'ai dit, tiens, j'ai le bracelet. Je commence à parler. Je dis que, si vraiment les esprits des cieux, les sirènes existent, je m'ennuie. Envoyez-moi quelqu'un avec qui je vais parler parce que je m'ennuie. Même pas 5 minutes, je vous jure, une petite fille est venue à côté de moi. Dès qu'elle est venue et s'est assise, elle a touché mon bracelet. Je l'ai regardée. J'ai souri au fond du cœur. J'ai dit, donc vous m'avez envoyé une petite fille. Vous n'allez pas croire que si je vous dis que jusqu'à quand je voyais les œuvres, je ne croyais toujours pas. Moi, je voulais voir la queue. Donc, la petite fille, elle était là et tout. Elle commençait à jouer avec moi. J'ai dit non, moi, au fond du cœur, j'ai besoin d'une grande fille avec qui je veux causer, pas une petite fille. Du coup, je me lève. Je vais m'asseoir sur les bancs. Comme c'était un monastère, il y avait des bancs à l'extérieur qu'on avait sortis. Parce qu'il y a on formait des séminaristes là-bas, oui. Donc, je m'assois sur le banc. J'étais là. Et voilà qu'il y a une fille à peu près même âge que moi qui vient s'asseoir à côté de moi. On commence à causer. Un moment, il me propose d'aller cueillir des mangues, comme il y avait des manguiers dans le monastère. Donc, on se lève, je laisse ma Bible, je laisse ce qu'on m'avait demandé de faire. Me voilà en train d'aller cueillir des mangues avec elle. On a cueilli jusqu'à 18h, on rentre. Le berger m'attrape. Il me dit, moi je t'ai demandé d'aller méditer, voilà que tu es allé, je lui ai dit que non, c'est aller cueillir les mangues. Donc il me fait asseoir, il me dit, qu'est-ce que tu as compris dans le passage que je t'ai donné? J'ai commencé à inventer, il a compris que je n'avais pas lu. Après, il me demande de l'expliquer ma vie spirituelle. Donc j'ai commencé à relater ce que je vivais, ce que je sentais, ce que j'avais fait, même le rêve avec mon ami, le serpent et le poisson et tout, je l'explique. Il dit, c'est pas grave. Le soir, il y avait la nuit de prière.
Donc, pendant non, avant la nuit de prière, il y a une nuit, donc une nuit avant la nuit de prière, on dormait. Et voilà qu'une dame de la salle où on dormait se réveille en sursaut et commence à prier. Elle prie. Vous emmenez vos esprits ici, vos esprits des eaux, nanana, vous emmenez ça ici. Quand vous venez dans ce genre de lieu, laissez vos esprits à l'extérieur. Il y a des gens de nanana. Elle commence à parler, commence à parler, commence à parler. Et à mon réveil, quand je m'étais levée le matin, les gens me regardaient bizarrement. Ah, moi, je ne comprenais pas. Donc à la nuit de prière, on prie, c'était tellement chaud, c'était chaud que à un moment, j'étais rentrée dans la profondeur, dans les prières. J'ai commencé à sentir comme si mon ventre chauffait, et il y a comme si quelque chose qui remontait, qui voulait sortir, mais j'arrivais pas à sortir ça de ma bouche. C'est comme si je voulais cracher quelque chose, vomir quelque chose, mais j'arrivais pas. Donc après ça, bon, les gens ont commencé à parler encore, on priait plus, on commençait à genre modérer, je peux dire modérer. Et à un moment, la prière chauffe encore. Quand ça chauffe, j'étais debout, je commençais à prier encore. Je prie. Mon corps commençait à trembler. Pendant que je priais, je tremblais. Je n'étais plus en équilibre. Je continuais à prier, je priais. Et à un moment, j'ai senti des gens derrière moi qui m'ont touché. Dès qu'ils m'ont touché, mais j'ai crié, je suis tombée. J'ai commencé à me manifester. Les gens m'ont attrapé. 4 personnes m'ont attrapé. J'ai commencé à résister, me manifester. On m'emmenait au milieu de la cour, là où on déposait les gens qui se manifestaient. Je me suis manifestée, je commençais à rouler, je faisais des gestes bizarres, je criais, je faisais des gestes bizarres. J'étais avec ma tante, elle était tout au fond, donc elle ne voyait pas. C'est le lendemain que je lui raconte ce qui s'était passé. Donc, on rentre dans la ville. Quand on rentre dans la ville, on partait toujours à la messe de malade. À la messe de malade aussi, je tombe une fois. Donc, bref, quand j'avais manqué le bac en 2017, je me suis dit que bon, je veux changer de vie, je veux partir à Brazza pour faire mon bac, question de m'éloigner des gens. Voilà que mon père accepte, donc je pars à Brazza. J'emporte mon coquillage avec moi. Arrivé à Brazza, je ne pouvais pas prendre une douche. Je ne pouvais pas prendre une douche sans qu'il n'y ait un miroir devant moi. C'est-à-dire que je dois avoir le miroir devant, même si c'est un petit morceau. Quand je pars de la douche, je prends un morceau, bam, il y a le miroir dans l'eau. Dès que j'arrive, j'installe le miroir de telle sorte que je vois tout mon corps pendant que je me lave. Donc, c'est ce que je faisais, toujours avec mon coquillage. Je parlais au coquillage la nuit. Et un jour, ma tante me confie un prêtre qui me suivait spirituellement. Donc, le prêtre, il prie pour moi, il prie. Au moment où j'ai commencé à me manifester, de l'autre côté, il y avait un autre prêtre qui était en train de faire la délivrance à une fille. Moi, de mon côté, il y avait aussi un autre prêtre qui me faisait, genre, il me parlait un peu. Après, un moment, je commençais à me sentir bizarre. Comme le prêtre, en fait, s'était fatigué, il a dit, on va continuer demain. C'était dans la sacristie. Pendant qu'on sort, celui qui priait pour moi, il me dévance, il sort. Moi, j'essaie de sortir. L'autre prêtre qui priait pour l'autre femme m'arrête. Il me dit, comment tu vas? Je lui réponds, ça va. J'allais partir, il me dit, attends. Il me dit, comment tu te sens? Je le regarde comme lui-même, il dit que le regard que je lui avais lancé, mais c'était un regard, mais vraiment un vilain regard. C'est ce qu'il m'avait dit à la fin. Donc, il me dit, comment tu te sens? Je dis, bien, avec la colère. Je pars, il dit, non, reste là. Aïe. Pendant ce temps, celui qui priait pour moi, il m'attendait devant la porte. Il me dit,
comment tu te sens? Je le regardais avec un regard méchant. Il dit, oh, tu veux pas répondre? D'accord. Comme tu veux pas répondre, toi, pour sortir d'ici, tu dois dire, Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ guéris-moi. Si la phrase là était sortie de ma bouche, il dit, dis Jésus-Christ sauve. Tu veux sortir, dis juste Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ délivre-moi. Je n'arrivais pas à dire ça. Donc, il avance au fur et à mesure qu'il avance vers moi. Moi, je commençais à trembler. Il dit, dis Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ guéris-moi. Je commençais à trembler, j'ai commencé à pleurer. Dès qu'il m'a touché seulement, j'ai crié. L'autre prêtre est venu. Moi, quand je me manifeste, je sais tout ce que je fais, mais je ne me contrôle pas, mais je sais tout ce que je suis en train de faire. Donc, il me verse l'eau, il me met en cercle, il me demande de passer autour. Rien du tout. C'était vraiment dur. C'était dur, mais j'avais une force là. Je vous assure que la force que j'avais moi-même, je ne comprends pas. Juste quand j'ai soulevé un prêtre qui était assis, je l'ai tiré, je l'ai fait lever. Je me suis débattue. On me disait, comment tu t'appelles? Le nom ne sort pas. Répète cette phrase. Rien du tout. Rien du tout. Après un moment, je me suis calmée. Le prêtre en question, on va l'appeler l'abbé Ben. L'abbé Ben, c'est lui qui me demandait de dire Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ guéris-moi. Et celui que ma tante m'avait confié, on va l'appeler l'abbé Jacques. Donc, l'abbé Ben me dit, oh, tu viens d'où? Je lui dis que je viens de Pointe-Noire. Il me dit, raconte-moi, parle-moi un peu de toi. Je lui parle de moi, je lui parle de ce que j'ai vécu à Pointe-Noire. Après, il dit, je vais te suivre. Et il parle à l'abbé Jacques, il lui dit que, mais comment tu pouvais le laisser sortir alors que tu n'as pas fini de prier? Tu vois comment elle s'est manifestée, pourquoi tu lui as laissé sortir? Tu n'as pas fini de prier pour elle. Après, l'abbé Jacques dit que non, j'étais fatiguée, je voulais poursuivre ça avec elle le lendemain. Donc, c'est plus l'abbé Jacques qui me suivait spirituellement, c'était maintenant l'abbé Ben. Et l'histoire est très longue, mais je vais résumer. J'ai eu beaucoup de séances de prière, beaucoup de séances de délivrance pour que je puisse m'en sortir. On m'a délivré pour une première fois, deuxième fois, je repartais toujours. On me délivrait, je repartais toujours. J'ai fait les neuvaines, j'ai fait les grottes, les 9 grottes. Je m'étais vraiment... Au début, je ne m'investissais pas, je prenais ça toujours pour la rigolade, jusqu'à ce que l'abbé Ben me dit que si tu ne prends pas au sérieux ce qui se passe, ça te regarde, c'est ta vie. Ce que tu as fait, ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as provoqué. Et ça sera très difficile pour toi. Du coup, tu dois arrêter. Si tu as des choses avec toi, si tu fais des pratiques, arrête avec. Donc, au fur et à mesure, on me dit, si tu as des choses, si tu te rappelles de quelque chose, viens toujours me dire. Je m'étais rappelé que j'avais le coquillage. Je lui avais donné le coquillage. Donc, après, c'était la période les 7 semaines. Et pendant que je faisais les 7 semaines, dans le groupe où j'étais, la maman, au fur et à mesure qu'on priait, je me souvenais que j'avais des trucs. Donc, je lui avais montré mon téléphone. J'avais les têtes de mort, j'avais les visages bizarres de mon téléphone. J'avais l'image toujours de la sirène là. La maman là m'avait demandé de tout supprimer. J'ai tout supprimé. Et jusqu'à ce qu'un jour je dors, je rêve du bracelet. Et je me souviens que tiens, je porte ce bracelet depuis 2015. Donc, je prends le bracelet, je remets à la maman qui était responsable du groupe dans lequel j'étais. Donc, je lui remets le bracelet et
J'avais même des tics, genre quand je restais comme ça, je bougeais ma tête comme ça, ma tante, jusqu'à ce que ma tante vienne m'en parler. Elle me dit que quand tu es calme, tu bouges ta tête, tu bouges tes pieds. C'est comme si tu étais dans l'eau, tu nageais. Tu dois arrêter ça, tel qu'elle m'avait dit. J'avais arrêté au fur et à mesure. Elle m'a aidé avec des nouvelles, elle m'a aidé avec des prières de délivrance. Je suis allée à la montagne. En tout cas, c'était vraiment dur pour moi de m'en sortir. C'était vraiment dur parce que c'est un truc que j'avais provoqué moi-même, que je prenais à la légère. Et le prêtre m'avait dit que si je n'arrêtais pas avec, ça allait soit me poursuivre, soit poursuivre mes enfants, soit aller de génération en génération. Et moi, ça m'avait fait peur. J'avais dit que non, c'est le moment pour moi d'abandonner ça. Et voilà, j'avais abandonné. Je m'étais en sortie. Jusqu'à présent, je prie toujours. Et je faisais des rêves bizarres. Je rêvais, quand j'ai commencé à abandonner petit à petit, je faisais des rêves bizarres. Je rêve des grandes vagues qui essaient de m'emporter. Mais Dieu merci, je me suis en sortie. Vraiment, la morale de l'histoire, c'est seulement que... C'est vrai que parfois, c'est bien la curiosité, mais c'est vraiment un vilain défaut, la curiosité. Et ma tante disait que tantôt je brillais, et des fois je brillais, et des fois je ressemblais à une vieille. Tout ça à cause de ça. Ça pouvait bloquer ma stérilité. Ça pouvait me rendre stérile, je veux dire. Ça pouvait me rendre stérile. Et je vous dis qu'il y a un moment où les hommes ne m'intéressaient plus. Au fait, c'était quoi? Genre, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'ils me draguent, ça me fait plaisir, et puis je te rejette. Les hommes ne m'intéressaient plus. J'étais devenue bizarre. Mais Dieu merci, je me suis en sortie. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Donc voilà mon histoire. Ça a pris du temps. J'ai longtemps réfléchi avant vraiment de raconter. Et j'ai supprimé plusieurs fois, les notes. J'espère que ça va vous édifier. Et merci encore. Surtout, abonnez-vous. Likez. Faites comme moi. Moi, avant même de regarder le contenu, je like d'abord et puis je regarde le contenu. Likez, partagez, abonnez-vous. Agrandissez la famille. Donc, merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Commentez, likez, partagez. Donc, écoutez la 6e histoire. Bonsoir Denji. Je voulais raconter une histoire. Une histoire que je suis en train de vivre actuellement. Excusez-moi pour mon français. DMG, j'ai un grand problème. Cette histoire m'est arrivée en 2020. Moi, je suis guinéenne. Je vis en France. En fait, cette histoire m'est arrivée dans mon rêve. Un jour, je dormais, j'ai rêvé à un chien qui m'a mordu. J'ai vu un chien couché dans mon rêve. Je l'ai dépassé. Quand j'ai dépassé, il est venu derrière moi. Il m'a mordu mon pied dans mon rêve. Ça, c'est une histoire, ça, c'est un rêve. Mais le rêve est devenu réalité. Depuis en 2020, j'ai travaillé, je partais au boulot. Normalement, tout va bien. Depuis que j'ai fait ce rêve-là, je ne me sentais pas bien.
Le matin, je me suis réveillée, j'avais mal partout, comme si je me suis battue avec quelqu'un. Après ça, une semaine passée, mon pied commence à me faire mal. Je commence à sentir des douleurs sur mon pied. Mais je n'ai pas pris en considération. Je pensais que peut-être, parce que moi je travaille dans l'usine agroalimentaire. Tout le monde connaît ici en France. FDC, c'est où? FDC, c'est une grande société, c'est une grande usine que beaucoup de gens connaissent. Donc c'est là-bas que je travaille. Donc pour moi, comme dans notre boulot là, on s'arrête beaucoup, on peut faire 3 heures arrêtés sous la chaîne. Donc pour moi, peut-être à cause de ça que j'ai mal aux pieds. Ça s'est passé. Après, un jour, mon pied commence à enfler, commence à enfler. Mais je me forçais quand même pour aller au boulot parce que ici en France, c'est pas évident. La famille t'attend au pays pour les dépenses, tout ça là. Toi aussi, pour payer ton loyer, tout ça là, pour survivre. Donc, je ne voulais pas arrêter le boulot. J'avais beaucoup de difficultés à m'en sortir. Donc, il faut que je travaille. Je partais comme ça au boulot. Des fois, je commence à 12h30. Je peux sortir chez moi à 10h pour que je vienne doucement. Je marche doucement pour venir au boulot quand même. Parce que je sais que quand je sors à midi, d'ici 30, je ne peux pas arriver au boulot à 30 minutes. Donc, je suis obligée de venir tôt. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé le premier jour, le deuxième jour, mon pied commence à enfler. Toujours, je me suis concentrée pour travailler, pour venir toujours au boulot. Un jour, il y a mon collègue qui m'a dit, mais Bintou, pourquoi tu forces de venir au boulot lorsque tu es malade? Ça ne va pas. Tu as vu ton pied enflé. J'ai dit, mais j'ai besoin, je ne vais pas rater. Je ne veux pas parce que quand tu loupes le boulot, ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Alors, voilà, tu es en arrêt. Elle dit que non, ta santé avant tout. J'ai dit, oui, c'est vrai. Donc, j'ai demandé à ma boîte intérim que ça ne va pas. J'ai arrêté le boulot. Seul à l'hôpital, ils ont dit c'est épilepsie. Une épilepsie qui est sur mon pied. C'est quoi ça? Je ne connais pas ça. C'est quel genre de maladie ça? Moi, je ne connais pas. Donc, quand ils disent épilepsie, on m'a donné, comment on appelle ça, le médicament là, Ibuprofène 400 mg en ordonnance. C'est ça que je prenais. Quand je prends le médicament, ça se calme. Le lendemain encore, ça recommence encore. Dès que le médicament réagit, ça se calme. Dès que le médicament finit, le douleur commence encore. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de subir ça. Mal aux pieds. Je n'arrive pas. Je ne peux pas m'arrêter trop longtemps, ni m'asseoir trop longtemps, ni me coucher trop longtemps. Je ne dors pas. Parfois, là, je viens de rentrer de boulot là, à 23h. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Quand j'ai fini le boulot, je ne dors pas. Après mon boulot, quand je rentre, je ne dors pas. On m'a prescrit les médicaments pour chaque année, pour 1 an. Chaque mois, il faut que je vais aller chercher les médicaments. Pour prendre, j'ai plus de ibuprofène. Maintenant, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien du tout. Ça ne me fait rien du tout. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. J'ai fait mes recherches partout. Traditionnellement, on m'a dit que c'est les trucs de sorcellerie. Quelqu'un qui me poursuit, comme il n'arrive pas à m'éteindre physiquement, il faut tout faire pour me faire du mal. Pour que je veux rester à la maison, je ne travaille pas. Ma vie soit nulle ici, excusez-moi, en France. Parce que c'est moi qui m'occupe de toute ma famille. C'est moi qui m'occupe de tout. Toute ma famille. Donc aussi, je travaille pour venir à l'aide à ma famille. Cette personne ne veut pas ça. Pour qu'il me trouve que ma famille soit détruite, mais moi aussi. Comme c'est moi seul qui m'occupe de ma famille, donc il essaie de me détruire pour que je reste à la maison sans venir en aider à ma famille. Mais je refuse. Même si j'ai mal, je vais prendre les médicaments quand même pour aller au boulot. Mais dehors, les méchants, mon entourage sont méchants. Depuis 2020 jusqu'à 2023, j'ai toujours mal. J'ai trop mal, j'ai trop mal. Depuis que je suis venue, j'essaie de dormir, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. C'est pour cela que je fais cette audio pour vous aujourd'hui. Je n'arrive pas. Ça, c'est mon histoire, ça. J'ai beaucoup d'histoires pour moi. J'ai beaucoup d'histoires, pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi et ma famille. Je ne sais pas qui m'en veut. Faites très très attention. S'il vous plaît. C'est ça mon histoire DMG. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG. Je t'avais dit que j'allais te laisser cette note vocale depuis hier et j'avais oublié. Donc je te la fais maintenant. Je vais te parler de ma sœur Blanche, dont j'avais déjà raconté l'histoire sur ta chaîne. Donc Blanche, on vit en France ici. C'est une dame tellement tranquille que depuis qu'elle est en France ici, tous les boulots qu'elle fait, elle a toujours été plébiscitée. Ses employeurs l'ont toujours félicitée. Il y en a qui l'ont gardée, en tout cas parfois même durant 5 à 10 années. Quand on sait que les principaux contrats dans le domaine dans lequel elle exerce sont de 3 ans. Donc après avoir exercé pendant plusieurs années, elle a décidé de se reconvertir. Et pour cela, elle a eu à faire une formation dans les soins aux personnes âgées à domicile. Pas les soins médicaux, hein. J'ai oublié comment on appelle cette fonction-là. Mais c'est de l'aide à domicile. Donc elle a été embauchée après par une association qui travaille plus dans les quartiers chics de Paris, dans les quartiers bourgeois de Paris. Donc ces différentes interventions chez différentes personnes âgées se passaient très bien. En tout cas, ça se passait très bien. Sauf avec une mamie qui avait plus de 90 ans. La dame a appelé l'agence pour se plaindre qu'elle ne veut pas que Blanche soit chez elle. Elle n'a pas eu à le lui dire, mais quand Blanche va chez elle, elle voit que la femme est un peu distante et tout. Mais la dame a appelé l'association qui l'employait pour dire qu'elle ne voulait pas que Blanche intervienne chez elle. Et donc les employeurs, l'association a appelé Blanche pour l'informer, pour lui demander s'il y avait eu des soucis avec la vieille dame. Blanche a dit non, qu'il n'y avait vraiment pas de soucis et tout. Elle passait ses heures d'intervention et puis après elle partait, mais tout se passait bien. Donc, un jour, comment on appelle ça, la direction de l'association envoie une des responsables sur le site, c'est-à-dire chez la vieille dame en présence de Blanche. Donc, devant ma soeur, la dame interroge la vieille pour lui demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe mal pour qu'elle ne veuille pas que Blanche intervienne chez elle. La dame a dit non, il n'y a rien. Elle ne veut simplement pas que Blanche vienne chez elle, c'est tout. Donc, les gens lui ont dit, bon, comme c'est des plannings qui sont faits, donc on va voir d'ici quelques temps, ils vont lui changer l'intervenante. Donc après, ils ont pris Blanche de côté pour lui dire, bon, ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a aucun problème. Eux, ils ne savent vraiment pas, donc elle attrape son cœur, comme on dit en africain, comme on dit chez les Ivoiriens plutôt.
qu'elle finisse les quelques temps qui lui restent sur son planning. Donc, quand la dame de la direction est partie, je l'avais déjà signalé dans ma première publication parlant de Blanche pour dire qu'elle avait vraiment des capacités spirituelles que Dieu lui avait données. En ce moment-là, bon, on ne connaissait pas trop. Ouais, ça fait quand même, c'est juste une histoire qui date de 3 ans. Hein. Donc, comme on appelle, quand la dame est partie, Blanche était assise dans son fauteuil, elle voyait la vieille dame. Et un coup, Dieu lui ouvre les yeux. C'est là qu'elle voit en fait la vieille dame était un pan. Je ne sais pas si on connaît les pans. Bon, c'est écrit paon, mais on dit ça pan. C'est-à-dire c'est les oiseaux avec le très beau plumage. Il y a des plumages qui sont vraiment colorés. Il y en a qui sont tout blancs, mais qui sont des très beaux oiseaux. En fait, il faut dire que la vieille dame et le côté spirituel de Blanche ne coulaient pas. C'est pas une africaine, c'est une blanche, la vieille dame je parle là. C'est une vieille blanche qui était très coquette. Ma soeur dit chaque fois qu'elle arrivait chez la dame, elle était toujours en rouge noir. Toujours bien habillée, bien apprêtée, ses collants, sa jupe et son petit haut, avec une petite fleur dans les cheveux. Elle était toujours habillée en rouge noir. Donc, comme Blanche, elle avait la main de Dieu sur elle, ça dérangeait l'esprit de la dame, de la vieille dame. Alors, je dis qu'elle a vu la vieille dame comme ça, elle a tout de suite compris qu'en fait, c'était une opposition spirituelle. Bref, pour dire que le spirituel, c'est pas seulement chez les Noirs. Moi, je pense même que c'est beaucoup plus chez les Blancs, même ici même. Et qu'avec la colonisation, ils nous ont sûrement contaminés avec certaines de leurs pratiques malsaines ou bien avec leurs adorations. On accepte pour nous, mais les Blancs, ils sont vraiment aussi dans le domaine mystique. Donc voilà. Aussi, je vais donner un conseil à tout le monde. Souvent, quand vous êtes dans des endroits, dans des entreprises ou bien dans des clubs d'amis, et puis pour rien, il y a quelqu'un qui vous déteste. Alors que généralement, vous n'avez pas ce problème-là avec votre entourage. Mais quelqu'un qui vous déteste, qui vous prend en grippe pour rien, souvent c'est des oppositions spirituelles. Donc quand vous voyez que ça vous arrive là, priez. Priez pour que Dieu vous montre les dispositions spirituelles de la personne en face, que de vous faire plus d'humour. Non. Si quelqu'un vous déteste pour rien, là, priez et vous saurez ce que Dieu va vous révéler. Merci, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Donc j'encourage tout le monde à commenter, à partager et à instruire. DMG, que Dieu te bénisse et que ses anges te barricadent. Amen. Merci. Là, on passe à la 8e histoire. Bonjour DMG, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Salut déjà à toute la communauté. Et je voudrais vraiment te féliciter par rapport au travail que tu abats. Et par rapport à ton émission, ça donne vraiment le courage à certaines personnes de se libérer de certaines situations dans laquelle elles font face. Donc je vais demander à la communauté de toujours liker les vidéos, donner la force. Moi je te suis sur YouTube parce que bon, les conditions ne me permettent pas de te suivre sur TikTok et Facebook. Donc voilà un peu. Bref. Bon, moi mon histoire remonte pratiquement à, on va dire quoi, 2010, hein, 2010-2011 si ma mémoire est bonne. En fait, je dormais, un jour je dors, la nuit je dors. Donc dans la nuit je fais un rêve. Où voilà, je suis allé boire avec des amis. Et moi j'habite un quartier à Libreville qu'on appelle Zengayon. Zengayon, c'est le plus grand quartier du Gabon. Tu vois? C'est le plus grand quartier du Gabon. Et moi j'y vis là. Et moi, comme moi je n'habite pas en bordure de route, nous on est un peu loin de la route et tout. Donc du coup quand il pleut, je te laisse imaginer la suite. Donc il faut tremper les pieds dans l'eau avant d'arriver à nos lieux d'habitation. Et c'est comme ça, dans notre zone là, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Il y a des rivières en fait, il y a des cours d'eau et tout, il y a des ruisseaux. Et il y a des ponts, on a créé des ponts, tout ça là. Et derrière, chez nous, il y a la barrière de la GR, on va dire la garde républicaine. Donc il y avait un jour, il y a une rivière qui s'est, comment on appelle, il y a tellement eu le flux d'eau que l'eau était arrivée chez nous. Donc les mecs, ils avaient créé une buse en fait. Donc un jour, moi je dors un jour, je finis de boire, je rentre à la maison à 3h, 4h du matin.
Et c'est comme ça que voilà, au moment où je monte le pont, sous la buse, elle était assise là, une dame avec des longs cheveux, une queue de sirène. C'est comme ça que je me réveille en sursaut. Je dis putain, ça c'est quel genre de rêve que je viens de faire là? C'est quel genre de rêve? Tu vois? Je dis bon, c'est pas grave, je redors. 2 jours après, DMG, je te jure, le même scénario. Je suis au snack. Je bois, il pleut. Je savais même pas qu'il pleut. Tu sais, c'est le snack, il y a la musique et tout. Donc, lorsque j'ai fini de boire vers 2 heures, je vois la pluie. Je dis putain, bon, ça ne sert à rien, moi je continue à boire. Donc, vers 4 heures, quand le truc, la pluie s'est un peu calmée, avec mes potes, on dit les gars, on rentre à la maison et tout. Mais quand on rentre, en fait, chacun prend sa route. Et moi, je suis celui qui est plus au fond, carrément au fond, là-bas où il y a les rivières, là. Donc, quand j'avance, je prends mon raccourci, je commence à mettre les pieds dans l'eau. Je dis, hey, attends, on dirait que j'ai déjà vécu ce scénario. Tu vois? Je dis, non, on dirait que j'ai déjà vécu ce scénario. Je dis, non, c'est pas grave. J'avance. À un moment, je dis, non, gars, un homme averti en vaut deux. Et ce qui m'a le plus intrigué, c'est que c'était la même scène. J'avais les mêmes habits. J'ai fait demi-tour. Je suis encore retourné au snack. Je suis allé voir les gars. J'ai dit, gars, bah, je ne peux pas rentrer. Il y a trop d'eau. Je vais attendre 6 heures du matin. Voilà. Même si les parents se fâchent, c'est pas grave. C'est comme ça que DMG, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait protégé. Donc, en rentrant maintenant vers 6 heures, on entend maintenant les pleurs. Et une dame qui se plaint que, oh voilà, la sirène l'a tapé. La sirène l'a bastonné, les trucs comme ça là. Donc apparemment, la dame là, elle aussi, elle n'était pas simple. C'était une dame qui était composée. C'est une dame qui avait 3 yeux, tu vois. Donc, à chaque fois, la sirène venait la voir en esprit. Que toi, faut quitter si tu me déranges. Tu m'empêches de faire ce que je veux faire. Tu me déranges. Tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire. Tu me déranges. C'est comme ça que le jour là, la sirène en a eu marre. Tu vois, la sirène en a eu marre. Je crois qu'elle a attendu qu'il pleuve pour venir parce que on appelle ça comment spirituellement elle ne pouvait pas. Donc elle ne pouvait que l'atteindre physiquement. Donc elle a attendu qu'il pleuve pour sortir maintenant. Et comme la dame en question aussi, c'était une dame aussi qui aimait sortir, elle aimait boire aussi tout ça là. Donc je crois qu'elle est rentrée aussi tard. Donc elle est allée chez elle. Donc au moment d'aller se laver, toi tu connais nos bas quartiers là. Tu sais, tu habites ici, la douche se trouve 15 mètres à 15 mètres de la maison. Tu prends ton sang, tu vas te laver loin. Donc, et comme la douche de la dame se trouvait juste à la bouche de la buse en fait, là où la buse termine. Là où la buse termine, c'est là où le pont commence et voilà. Donc c'est sûr que, et la douche était quelque part là. Donc c'est sûr que pendant qu'elle se lavait, la chose est sortie de l'eau tranquillement. Elle l'a trouvée dans la petite douche en tôle, la bastonné. Oh, ils m'ont bastonné, mais tu dis, ils étaient dehors, non, avec le serpent. Mais l'histoire du serpent, on savait que le serpent, là, lui, tapait les gens dans le quartier. Là, quand tu es composé et tout, et que tu l'empêches de faire ce qu'il veut faire, il te tape. Donc, apparemment, quand la fille en question l'a appelé, les gens avec qui il danse leurs choses d'initié, là, ils sont venus, ils ont touché les trucs, ils ont dit non, c'est une sirène. Et que moi qui fais la note là, j'ai déjà vu ça. Et une autre fille. Donc ils ont dit la fille l'a déjà vu une à deux, je crois 2 fois. Et que c'est moi qui a le plus vu. 3 fois ou 4 fois comme ça. Les gens étaient étonnés que oh. C'est comme ça que l'histoire est arrivée chez mon père. Et mon père c'est quelqu'un, lui, que Dieu ait son âme. C'est quelqu'un qui peut-être joue les cartes. Donc quand il apprend un truc, il commence à se fâcher. Oh non, tu as vu ça? Je dis mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vais voir une sirène, je vais fermer ma bouche. Et c'est comme ça que on est descendu. On dit, mais vous, en vertu de quoi vous dites que moi j'ai déjà vu ça? Oh non, tu te rappelles, il y a une fois, j'étais rentré la nuit, j'avais vu une dame. J'ai dit, oui, j'ai dit, mais oui, effectivement. J'ai dit, mais moi je pensais que c'était... parce que la dame chez qui la sirène a fait la bagarre, là, en fait, elle loue. C'est une zone que les gens louent, en fait. Dans le monsieur qui fait louer les maisons, c'était un monsieur mystique. Donc, le monsieur, il s'est suicidé. Quand il est mort, il s'est suicidé. Donc, en se suicidant, il n'a pas légué ces trucs mystiques à quelqu'un.
Donc parfois les trucs là sortent souvent comme ça soudainement. Ça commence à chercher leur propriétaire. Tu vois un peu? Donc il n'a pas légué le gros serpent mystique et la sirène là en question. Donc souvent ça sort souvent n'importe comment. Donc je me suis dit que, ah, bon, le monsieur en question, il a 2 filles. Les 2 filles sont folles. Je dis non, moi je pensais que c'était telle fille parce qu'elle a l'habitude de venir ici la nuit. Et comme elle est folle, je me suis dit que c'est elle qui était sous la buse. Il m'a dit non, c'est pas elle qui était sous la buse. C'est la chose à sirène. Je dis ah, moi je ne sais pas où. Moi je suis rentré, moi je suis dans mon vin. Déjà que moi, même si c'est une sirène, même si elle m'apparaissait en forme ou quoi, je n'ai pas fui parce que moi je ne connais pas ça. Mon père n'était pas dans ce genre de choses. Ma mère n'est pas dans ce genre de choses. Moi, on m'a juste composé parce que je tombais beaucoup malade. Donc c'est comme ça qu'on a dû m'emmener chez un béninois qui a travaillé mon corps, c'est-à-dire physique, naturellement et spirituellement. Tu vois? Et spirituellement. Donc, le gars a dit oui, c'est le côté spirituel en fait qui t'a fait voir ça. Mais comme tu ne sais pas contrôler ça, donc du coup tu as vu, mais j'ai dit non, moi je m'en fous, moi je passe ma route, moi je connais pas ces choses. C'est comme ça que j'ai dit maintenant j'ai encore vu ça quand. Il m'a dit une fois tu es rentré, tu as vu une dame assise, juste à tes escaliers. J'ai dit oui effectivement, je me rappelle. Après il me dit un autre jour dehors, tu étais avec ta copine. J'ai dit avec mon ex. J'ai dit j'ai dit oui, j'ai dit oui, le jour là, ça, si tu me dis que c'était une sirène, oui, j'ai dit parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Parce que je me rappelle ce jour, j'ai vu une dame, j'étais assis à ma terrasse. Comme moi, j'aime rester dans le noir en fait. J'aime rester dans le noir. Donc j'étais avec mon ex, on s'amourachait dehors là à ma terrasse. Et comme ma maison est en haut en fait, donc quand des gens s'inondent en bas, l'inondation n'arrive pas chez moi. Moi, je suis plus en haut. Donc moi, j'ai vu une dame en bas. C'est comme si, en fait, je n'ai pas vu la dame, j'ai vu un truc de dos qui s'avançait, tu vois. Donc, c'est quand pendant que moi je suis en train de me toucher avec la fille, avec ma copine, c'est quand le truc là s'est déplacé d'MG. Je ne sais pas, c'est-à-dire que le truc était pratiquement à, on va dire quoi, à 10-15 mètres de moi. Je ne sais pas comment ça s'est déplacé, ça s'est retrouvé juste sous mon mur, en fait. Donc, quand ça s'est déplacé à une vitesse, non, j'ai vu comment ça s'est déplacé, DMG, je te jure. Moi, au lieu de fuir, je suis directement allé crier sur le truc. Qui cherche quoi ici? Qu'est-ce que tu veux? Elle a seulement parlé d'une petite voix. Je cherche les escargots. DMG. Même Mago n'arrive, elle me dit, mais tu parles avec qui là-bas? Je dis, tu n'as pas vu le truc qui vient de passer là? Non. Donc, pendant que ma copine se lève, et en face, il y avait l'herbe. DMG là, le truc est rentré dans l'herbe là-bas, il a disparu. C'est comme ça que le gars m'explique. Et moi, j'ai confirmé que oui, effectivement, moi, je ne savais pas. Bon, et puis, moi, je n'ai pas prêté attention à ça. Tu vois, je n'ai vraiment pas prêté attention à ça. Moi, c'est que j'ai juste envie de dire aux gens. Ne négligeons pas nos rêves. Ne négligeons pas les rêves. Si on fait un rêve bizarre, essayons de voir par exemple les parents, pour ceux qui ont la chance d'avoir les grands-parents, qui peuvent interpréter les rêves. Surtout les rêves comme ça. Parce qu'il y a des gens qui bloquent aussi les rêves. Il y a des rêves où on te montre de bonnes choses. Quoi. Tu peux devenir riche, mais on va te montrer dans le rêve comme il faut. Il y a des gens qui peuvent te bloquer ça. Ça, tu peux garder ça pour toi. Tu appliques ton rêve. Mais si c'est des trucs déjà comme tu vois déjà les sirènes et le scénario se répète dans la vraie vie, moi, je pense qu'il faut chercher à avoir des gars spirituels qui peuvent interpréter ça. Tu vois? Parce que moi, ce jour, je n'ai pas voulu prendre le risque de traverser le pont. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc moi, je préfère rebourser chemin. J'ai dit non, moi, je préfère retourner. Je n'ai pas envie d'affronter ça parce que je n'ai pas le cœur. On m'a pas, moi, quand on m'a composé, on m'a pas composé. On m'a pas fait manger de trucs. On m'a juste fait des scarifications. Je suis à parler, me faire des bains, des trucs comme ça là. Tu vois? Moi, on m'a pas fait des trucs. Voilà, si je vois si un mauvais esprit passe, je vais rentrer en transe. Non. Moi, on m'a pas fait ça. Et de nature aussi, je suis quelqu'un de très courageux.
Et moi, je me dis que quand tu vois le danger, ou quand on t'avertit d'un danger, vaut mieux l'éviter, tu vois un peu, vaut mieux éviter le danger. Voilà pourquoi ce jour-là, je n'ai pas avancé. Mais la dame là, elle a payé les pots cassés, tu vois. Et elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première à se faire taper par cette sirène. Et c'est juste que comme les gens sont mécréants dans le quartier, et ils n'ont pas voulu créer une psychose dans le quartier et tout. Mais elle a déménagé. Même la dame que le serpent avait tapé, elle avait déménagé. Le tout premier mec que la sirène, le serpent avait tapé, le tout premier pote à nous, lui aussi, ils avaient déménagé avec les parents. Donc voilà un peu mon histoire. De toutes les façons, voilà, je reviendrai pour d'autres histoires. Voilà quoi. Et ça, c'est mon histoire à moi. Merci et bonne journée ou bonne nuit à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMG, je vais t'envoyer une histoire aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée chez moi en Côte d'Ivoire, précisément à Grand Bassam. Et il y avait une vieille mendiante, elle devait avoir l'âge entre 70 80 et elle était aveugle. Donc chaque vendredi, elle sortait dans la ville de Grand Bassam et puis elle faisait Bissabillah. Il y a une petite qui est devant elle. Et puis la petite tient une boîte dont la vieille tient le boîte derrière. La petite, elle a une boîte. Et la vieille, elle chante, elle chante. Et puis les gens mettaient l'argent. Mais c'est chaque vendredi, elle sortait. Moi, deux fois, mais je lui donnais de l'argent. Un jour, on est là. La vieille, elle habitait au quartier Fa. Quartier Fa des Grands Bassam. Là-bas, c'est des maisons en bois. Un jour, on était là. Et un vendredi, je me rappelle très bien. Tout le monde a couru. Il y avait de la foule. Tout le monde a couru vers la maison de la vieille. Et les gens arrivent, ils viennent trouver la vieille couchée, elle est nue. Il y a un jeune, lui il était sculpteur, il est connu aussi à Grand Bassam. Il est tout nu à côté de la vieille, tout nu. Et la vieille est morte. Donc les gens ont su, par rapport à leur position, qu'il y a eu les rapports sexuels, quoi. Et pendant les rapports sexuels, la vieille est décédée. Donc les jeunes même, c'est les gens qui l'ont réveillé comme ça, parce que je crois que c'est les parents de la vieille qui venaient la réveiller, et puis ils ont vu le jeune coucher à côté. Mais par rapport à la position, on sent que le jeune l'a couché avec elle. On réveille la vieille, elle ne se réveille pas. Donc le jeune, c'est les gens même en le tapant qu'il s'est réveillé. Il était tout nu, lui-même il était étonné. Ils lui ont demandé il fait quoi, il ne peut pas parler, puisque les gens savaient. Donc ils l'ont frappé, c'est comme ça, les gens sont partis, c'est comme ça, nous tous on a couru pour aller là-bas. Ils l'ont frappé jusqu'à la police. Donc, il paraît après que le jeune là, la rumeur disait, même ses petits-enfants, que la vieille disait que il y a quelqu'un qui venait coucher avec elle habituellement. Mais eux, quand ils disaient ça, les gens prenaient ça à l'amusement. On se dit, elle est vieille, elle n'a plus trop son esprit. Voilà, les gens ne croyaient pas du tout, jusqu'à ce que ce jour-là arrive. Et le jeune, moi je l'ai très bien connu parce que moi-même je payais le bois avec lui. Je suis dans la sculpture, je payais du bois avec lui pour aller revendre. Ceux qui sont des grands bassams qui vont témoigner dans ça, vous verrez, ça ne date pas trop de longtemps. Mais ceux qui sont des grands bassams, vraiment des grands bassams, ils connaissent très bien cette histoire. Merci, c'était ma participation. Merci pour l'histoire. On passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG. Merci encore pour votre émission qui nous donne encore l'opportunité à beaucoup de jeunes gens inconscients l'opportunité de faire demi-tour et de revoir souvent leurs objectifs. Alors, je voudrais aussi te remercier pour ton émission. Voilà, je vais raconter une histoire me concernant. Cette histoire, c'est pour tirer ou encore tirer les oreilles à nos jeunes gens qui veulent vite se mettre en couple sans savoir avec qui on se met en couple et dans quelle famille on va plonger. Voilà. Donc, c'est une histoire me concernant. Je crois qu'à cette époque, j'étais encore un peu plus jeune et je vivais encore chez mes parents. Vous voyez les petites rencontres, parce que nous, on habitait dans un camp de gendarmerie, et c'est plus précisément au Gabon, voilà.
Je ne vais pas citer le nom du camp. Et c'est comme ça, comme dans le camp, il y a des engouements pendant les vacances. Il y en a de nouveaux gendarmes qui arrivent avec leur famille et tout ça. Bon, pour ceux qui ont vécu dans des camps de gendarmerie, ils savent de quoi, ou encore dans des camps militaires, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est comme ça que je croise dans l'embrouillamini de camp ou encore pendant les vacances, je croise une jeune fille dont les parents étaient arrivés tout récemment dans le camp. Et je flash pour elle et je fais tout pour attirer son attention. Et c'est comme ça, comme avec le temps, on finit par se mettre ensemble. Mais je vous signale que j'étais un élève assez brillant. Voilà, j'avais de très bonnes moyennes et tout ça. Et pendant que je commence la relation avec la fille, d'où encore je peux souligner qu'il faut faire très attention avec les rapports sexuels parce que les rapports sexuels sont un acte très dangereux. Les rapports sexuels avec n'importe qui, voilà pourquoi c'est très très dangereux. Les parents doivent tirer les oreilles à leurs enfants parce que à chaque fois que nous avons des rapports sexuels avec une femme, nous devenons une seule personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si cette personne est remplie de malédictions, vous partagez les malédictions qu'elle a. Si elle a des bénédictions sur elle, vous partagez aussi ces bénédictions. Ça veut dire que vous devenez une seule personne, une seule matrix. Ça veut dire que tous les inconvénients que l'un ou l'autre a, vous partagez. Si elle a été bénite, donc tu partages ses bénédictions. Si c'est quelqu'un de très très négatif, si c'est même une sorcière, vous allez devenir un sorcier ou une sorcière inconsciente parce que vous vous accouplez avec elle. Donc, c'était la petite parenthèse. Comme ça, comme j'ai commencé à connaître cette fille, et quelques temps après, elle tombe enceinte. Et par après, je commence à m'attacher parce que c'était d'abord comme une affaire de jeu. Je me suis attaché à la fille. Et un jour, elle arrive à la maison et ma mère me pose une question. Elle me pose la question: mon fils, tu es sûr que c'est cette femme ou c'est cette fille que tu veux vivre avec? J'ai dit oui, maman. Elle m'a reposé cette question à 3 reprises, ne sachant pas pourquoi ma mère me posa cette question. Et je peux vous dire que j'ai eu la réponse, je crois peut-être 25 ans plus tard. J'ai compris 25 ans plus tard pourquoi ma mère m'avait posé cette question. Et tenez-vous bien, moi qui étais un élève assez brillant, mes moyens ont commencé à chuter. Je devenais négligent. J'avais comme une espèce de paresse maintenant, jusqu'à ce que j'ai abandonné les études. Et elle était bien sûr enceinte. Quelque temps plus tard, j'apprends que l'enfant dont j'étais supposé être le père n'est pas le mien. Malgré cela, j'étais toujours attiré par cette fille, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'était tellement difficile à comprendre, mais c'était tellement fort. L'enfant est né, il a grandi. Ensuite, malgré que les parents se sont imposés, j'ai continué, du moins nous avons continué, de manière ou d'une autre, la relation. J'ai même fugué, je suis allé chez la fille, on a vécu pendant un temps là-bas, mais c'était compliqué parce qu'il y a des choses que je ne vivais pas chez moi que j'ai commencé à voir là-bas. Des apparitions bizarres,
des esprits, des histoires à dormir debout, comme quoi il y a des fantômes, c'est là. Une fois, je suis là, on dort dans la maison avec elle, dans la chambre, elle se lève en sursaut. Non, 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 je crois qu'on était même en pleine, je veux passer l'expression, on était en pleine action. Elle me pousse, elle me dit, il y a quelqu'un debout qui nous observe. Et là, je suis chez les parents de la fille. Elle sort de la maison, elle court, elle va dans une pièce. Et ce couple, cette maison, c'est une maison familiale et son papa ou encore son beau-père avait 3 femmes, donc elles étaient 3 dans la maison. Donc c'était une guéguerre. Donc vous voyez, là où je suis entré, dans quelle famille je suis entré. Alors, un jour, notre fils... non, elle tombe enceinte encore pour la 2e fois. Je crois que c'est ce qui a dû encore, ça a dû causer des problèmes. On s'est séparés même pendant un bon bout de temps. Et pour ne pas tirer l'histoire de long en large, le fils qu'on a eu en 2e position tombe malade. Donc j'avais eu deux enfants avec elle. Disons, celui dont j'ai hérité, il a porté mon nom et tout ça, je l'ai élevé et tout ça, j'ai reconnu, tout ça. Donc, j'ai abandonné les cours, je suis allé travailler, donc je me suis occupé de ce premier enfant-là. Et par la suite, comme je disais, on a eu le 2e. Le 2e, 2 ans après sa naissance, il décède de manière miraculeuse. On ne va pas dire miraculeuse, mais assez bizarre. C'est-à-dire l'enfant, un jour, je crois qu'on a eu les discussions avec la mère. Elle se déplaçait, elle allait chez la petite sœur de sa mère. Et c'est là-bas où, un jour après, l'enfant convulse. L'enfant convulse, 2 jours après, on l'hospitalise. Donc ce jour, je vais à l'hôpital, je vais rencontrer, voir l'enfant et demander de quoi il s'agit. Et c'est comme ça, comme j'ai dit à la maman, bon, va un peu plus bas à l'hôpital général de Libreville à l'époque, je crois que c'est toujours comme ça comme on appelle ça. Elle s'en va déposer, aller acheter les fruits pour l'enfant et c'est derrière l'enfant décède dans mes bras. Alors, vous vous rendez compte qu'un enfant de à peine 20 ans, sinon 22, 23 ans, se retrouve avec un mort. Mon père n'était pas à côté, ma mère n'était pas à côté. Cet enfant avait été sacrifié mystiquement. Et tenez-vous bien, je crois, on va dire 15 ans plus tard, non 20 ans plus tard, 25 ans je crois, quelque chose comme ça. Si je me trompe, je n'ai plus trop les dates exactes. Le premier enfant qu'on avait commençait à tomber malade. Et entre-temps, je crois bien, j'avais coupé les ponts avec la mère. Et on se voyait tout simplement parce qu'il fallait traiter les problèmes de l'enfant qui était vivant. Et quelque temps plus tard, c'est la maman qui tombe malade, donc la fille avec qui j'étais, qui tombe malade. Elle tombe malade et elle finit par décéder. Bizarrement, elle décède. On dit qu'on l'a trouvée avec le VIH et tout ces machins. Mais vérification faite, on nous fait savoir que, selon les recherches, parce que nous sommes en Afrique, c'est la maman. Cette même maman qui a pris notre 2e fils, il est décédé à l'âge de 2 ans. C'est la même maman qui prend la mère, donc la fille avec qui j'ai fait ces 2 enfants-là, elle décède. Alors elle décède, moi je n'ai pas pu aller là-bas, je ne suis pas parti. Parce que avec le temps, je finissais par comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait, parce que à cette époque, j'étais encore un peu plus jeune et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et avec du recul, avec l'âge, j'ai fini par comprendre les événements qui se passaient autour
de la relation entre cette fille-là et moi. Et par après, je crois 6 mois après la mort de 6 mois après la mort de la mère, c'est le dernier enfant qui décède. Là aussi, dans des conditions assez bizarres. Mais je crois 1 mois avant le décès de l'enfant, comme je suis croyant, je prie. Et c'est comme ça, comme le Seigneur me montre un songe où j'atterris chez eux. Voilà, je viens, je me suis retrouvé dans leur concession. Et la première personne qui me reçoit, c'est la maman. Donc la grand-mère de mon défunt fils, de mes défunts fils, qui me reçoit, mais qui me dit qu'elle veut qu'on parle au sujet de la mort de sa fille. Je lui ai dit, c'était dans le songe, hein, je lui ai dit non, je ne suis pas venu ici pour parler du décès de ta fille, parce que ce qui s'est passé par rapport au décès de ta fille, tu sais de quoi il s'agit. Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Et c'est comme ça, comme le Seigneur me montre mon fils qui apparaît, il est bousculé. Bon, on ne va pas dire bousculé, c'est comme quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui sort d'une bagarre, qui a été agressé, donc il est amoché et tout ça là. Donc le Seigneur me montre cette vision-là, il me montre l'enfant. Et quelque temps, le Seigneur me montre comment ma belle-mère, donc la grand-mère de mon fils disparaît. Elle se trouve derrière leur concession. Et derrière leur concession, ils ont un temple. Et le Seigneur me montre comment elle fait des incantations. Dès qu'elle a fini de faire les incantations, l'enfant est tombé, mort sur le champ. Ce que je te rencontre, ce que je raconte là, c'est dans le songe. Et je vous assure que 2 semaines ou 3 semaines, je crois, plus tard, les choses se passent textuellement comme le Seigneur m'a montré en songe. Sauf que je n'étais pas. Donc, l'enfant est sorti. Un de ses amis est arrivé. Il lui a fait sortir, bon alors on va se balader. Arrivé là-bas, il y a eu une agression. Et il est décédé. Mais en réalité, c'était une agression arrangée, comme les mystiques peuvent expliquer. C'est-à-dire, ils avaient déjà pris l'enfant mystiquement. Et que, après avoir pris l'enfant mystiquement, il fallait pas qu'il meure de manière mystique. Il fallait qu'il mette quelque chose devant pour essayer de brouiller les pistes. Ça devait être suspect que l'enfant, la mère, déjà son petit frère meurt de manière mystérieuse. Ensuite sa mère, une courte maladie. Et lui aussi qui va mourir d'une courte maladie, ça va être un peu trop suspect. Donc il fallait maquiller. Mais manque de discernement, je n'ai pas pu intercéder à cela. L'enfant est décédé 6 mois après la mort de sa maman. En fait, cette histoire, je la raconte pourquoi? Parce que depuis, je crois, 2 jours, non, 2 jours, hein, oui, je crois que je vous suis. J'écoute un peu des histoires et puis je me suis souvenu de cette histoire-là. Je raconte cette histoire pourquoi? C'est pour attirer l'attention à nos jeunes frères qui se lancent très vite dans leur jeune âge dans des relations dont ils ne connaissent les tenants et les aboutissants. Ils ne savent pas dans quelle famille ils rentrent. Et là, je ne m'adresse pas seulement qu'aux jeunes. Il y a aussi aux jeunes, aux messieurs. Ça a des conséquences. Vous voyez, quelqu'un comme moi, j'ai quasiment tout perdu. Je vous raconte, là, je suis dans la quarantaine déjà. J'ai tout perdu, j'ai plus d'enfants. C'est-à-dire, dès lors que j'ai croisé cette fille, tout pour moi a commencé à tomber en lambeaux. Et là, c'est parce que je ne peux pas tout expliquer. Parce que je suis dans le bâtiment, je fais de l'entrepreneuriat en bâtiment. Et pendant que j'étais avec cette fille, c'était compliqué à vivre parce que tu avais l'impression qu'il y avait un voile. Pour avoir les marchés, c'était compliqué. Si j'ai un marché pour qu'on me paye, c'était compliqué. Mais c'était compliqué. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que
Quand tu es en relation avec une personne dont, par exemple, les parents ont maudit, ou les parents ont attaché, les parents ont dit que cette personne ne doit pas réussir. Du moment où tu t'amarres avec cette personne-là, sois-en sûr, tu vas hériter de tous ces problèmes. Non seulement tu vas hériter des malédictions de sa famille, s'ils en ont bien sûr, ou encore les malédictions de sa lignée généalogique. Parce que c'est ça les rapports sexuels, c'est ça les relations qu'on suit rapide, on ne sait pas où on va. Si vous avez votre femme avec qui vous avez souffert depuis longtemps, vous savez que vous n'avez aucun problème, restez avec elle parce que vous ne savez pas, c'est vrai que ce que je dis aussi c'est discutable, vous ne savez pas chez qui vous allez tomber, dans quelle famille. Alors moi je suis tombé dans une famille de sorciers. D'accord, je suis tombé dans une famille de sorciers parce que c'est inexplicable de savoir, de comprendre cela. On ne peut pas expliquer ça. Comment ça se fait-il que tu fasses 2 enfants et tu perds tout, non seulement tes enfants, tu perds tout. Au finish, quand j'ai essayé de faire comment je vais expliquer ça? Quand j'ai essayé de faire le point, je suis le seul à 100% perdant de cette relation. Voilà, c'est un peu pour dire, encore conseiller à nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, nos frères, nos jeunes frères, de faire très attention avant d'entamer une relation quelconque. Parce que même dans les rapports sexuels, on peut hériter des malédictions de nos conjoints et nos conjointes. Donc c'est un peu ça ma participation. Voilà, il faut liker l'émission. C'est une émission importante et je loue encore l'initiative parce que c'est un peu rare d'avoir de telles émissions captivantes et en même temps instructives parce que aujourd'hui les jeunes sont tellement attirés par l'argent, obnubilés par l'argent qu'ils sont prêts à tout faire. Encore là, c'est vrai que mon histoire n'a pas, qu'on appelle ça une connotation avec l'argent, mais aussi ça a son petite histoire, ça a son petit conseil. Voilà, c'était ma participation. Voilà, bonne soirée à tous et bonne continuation. Je reste toujours à l'écoute de votre émission. DMG, bonne soirée. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se reprend demain pour 10 histoires mystiques. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours pour ceux qui viennent de rejoindre le mouvement. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comme ça, on va toujours être à la page. Voilà, merci de laisser vos histoires au numéro WhatsApp plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Passez une bonne journée et on se prend demain.